Et si la fortune de l'Afrique n'était plus à l'abri dans les coffres américains? Depuis des décennies, des milliards de dollars d'or africains dorment à l'étranger, censés y être en sécurité, loin des crises internes. Mais aujourd'hui, tout change. La confiance s'effrite, la dépendance apparaît au grand jour, et le réveil est brutal. Quand Donald Trump a décidé de couper l'aide américaine, un électrochoc secoue les dirigeants africains. Soudain, l'évidence s'impose. Leurs propres réserves de richesses, accumulées pendant des années, ne sont pas vraiment sous leur contrôle. L'or africain censé être protégé se révèle plus vulnérable que jamais, soumis au bon vouloir de puissances étrangères. Face à ce constat, une vague inédite traverse le continent. Des pays comme le Ghana, le Nigeria ou l'Afrique du Sud exigent maintenant le retour de leur or. Ce n'est plus seulement une question de patrimoine, il s'agit de souveraineté, de contrôle, d'avenir. Car tant que ces réserves restent hors de portée, l'Afrique reste exposée, dépendante, fragile face aux décisions de Washington ou de Bruxelles. La question brûle toutes les lèvres. Les États-Unis vont-ils rendre l'or africain ou choisiront-ils de le retenir au risque d'amplifier une rupture historique? Le bras de fer s'annonce intense car des ressources vitales sont en jeu. Si l'Afrique ne récupère pas son or, elle risque de rester sous tutelle, incapable de décider de son destin économique, exposée à chaque revirement de la politique occidentale. Derrière cette bataille se cache l'enjeu du siècle: briser le cycle de dépendance, sécuriser la richesse du continent et transformer durablement le sort des générations futures. Aujourd'hui, le monde retient son souffle. L'Afrique reprend la main et rien ne sera plus jamais comme avant. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de ce mouvement, il faut revenir sur l'histoire des réserves d'or africaines expatriées et la façon dont cette pratique s'est imposée au fil du temps. Pourquoi tant de pays confient-ils leur plus grande richesse à l'étranger? L'image est saisissante. Une part immense de l'or africain, accumulé au fil des siècles, repose toujours dans des coffres-forts situés à des milliers de kilomètres de ses propriétaires. Mais ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique. Stocker son or à l'étranger est, depuis longtemps, une pratique mondiale, partagée même par les nations les plus puissantes et les plus riches de la planète. Derrière ce choix, une raison centrale: la peur de l'instabilité intérieure, des coups d'État ou du vol. Pour un pays confronté à des crises politiques ou économiques, protéger ses réserves d'or à l'abri, loin du tumulte national, semblait un gage de sécurité. L'Afrique, tout comme l'Allemagne, l'Italie, l'Inde ou encore le Portugal, a placé sa confiance dans les coffres occidentaux. Même les États-Unis abritent le précieux métal de dizaines de nations. La quasi-totalité de l'or gardé sur le sol américain appartient en réalité à d'autres pays. Un peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, la crainte d'une invasion soviétique a poussé beaucoup de gouvernements à déplacer leur or vers l'Occident. Les infrastructures locales étaient en limitées, parfois vieillissantes ou peu sûres, alors que les coffres américains offraient pensa des conditions de sécurité jugées inégalées. À New York, à Fort Knox, des milliers de tonnes dorment, surveillées nuit et jour, dans des forteresses conçues pour résister à toutes les menaces. Cette confiance n'a jamais été gratuite. Derrière chaque lingot déposé aux États-Unis ou en Europe, il y avait un pacte tacite: stabilité financière, protection contre les crises et surtout, accès garanti à leurs propres réserves en cas de besoin. La stabilité du système occidental était la clé de voûte, une confiance qui semblait inébranlable. Mais ce pacte, longtemps silencieux, commence à se fissurer. Les récents bouleversements économiques et géopolitiques montrent que cette confiance était peut-être fragile. Aujourd'hui, des pays comme le Ghana, le Nigeria ou l'Afrique du Sud prennent conscience d'une vérité: leur richesse n'est pas totalement entre leurs mains tant qu'elle repose à l'étranger. Ce mouvement de rapatriement de l'or n'est pas seulement symbolique. Il s'agit d'un enjeu colossal: maîtriser enfin la richesse du continent, garantir l'indépendance financière et protéger les générations futures contre toute forme de pression extérieure. Si l'Afrique réussit, c'est toute la dynamique du pouvoir financier mondial qui pourrait être bouleversée. Mais la confiance envers les coffres occidentaux vacille. Quels événements récents ont poussé les nations africaines à exiger le retour de leur or? Découvrons les déclencheurs de cette nouvelle ère. Et si conserver son or à l'étranger revenait à tendre la main à la confiscation? Cette question brûlante hante désormais de nombreux dirigeants africains, ébranlés par la récente instabilité des relations avec l'Occident. Car le réveil a été brutal. En coupant soudainement les aides à plusieurs pays, le président Donald Trump a révélé à toute l'Afrique à quel point sa souveraineté sur ses propres réserves restait fragile. Ce n'est pas qu'une histoire de subvention. Détenir ses réserves à l'étranger, c'est accepter que, du jour au lendemain, un pays tiers puisse décider de geler, voire de saisir, des richesses vitales.
La Russie en a fait l'amère expérience en l'an 2022. Suite à l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe ont gelé près de la moitié des réserves russes détenues hors de Moscou. Ce précédent a marqué un tournant. Si une grande puissance peut perdre l'accès à son trésor, qu'en est-il de nations africaines souvent perçues comme politiquement plus vulnérables? Face à ce danger, plusieurs pays africains n'ont pas attendu. Le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Cameroun, tous ont lancé ou annoncent le rapatriement de leurs lingots. Un mouvement qui s'accélère et qui n'a rien d'anodin. Car la procédure est tout sauf simple. Il suffit de regarder l'exemple allemand. Il a fallu 7 années à Berlin pour rapatrier la moitié de son or stocké à New York. Une attente interminable qui alimente, sur le continent africain, la suspicion que certains lingots auraient pu être prêtés ou vendus sans autorisation, sous couvert de pratiques bancaires opaques. À ces difficultés concrètes s'ajoutent les pressions géopolitiques. La montée en puissance des BRICS vient bouleverser la donne. Ce bloc, emmené par la Chine et la Russie, multiplie les accords en monnaie locale et pousse ses membres à dédollariser leurs échanges commerciaux. Un projet de monnaie commune adossé à l'or circule même dans les couloirs diplomatiques. Pour l'Afrique, rejoindre ce mouvement, c'est renforcer sa marge de manœuvre face à un ordre international jugé injuste et risqué. Mais l'Occident ne s'avoue pas vaincu. Entre obstacles administratifs, exigences juridiques et conditions politiques, le retour de l'or africain se heurte parfois à des murs invisibles. Certains analystes redoutent même que ces blocages cachent un malaise plus profond. La crainte de voir l'Afrique tourner définitivement la page de la dépendance et entraîner dans son sillage d'autres régions du monde. Derrière la bataille de l'or, c'est donc la stabilité monétaire du continent et son indépendance économique qui se jouissent. L'échec ou la réussite de ce rapatriement pourrait bouleverser l'équilibre mondial, provoquer une escalade géopolitique ou, à l'inverse, piéger l'Afrique dans un système de domination financière dont elle cherche à s'affranchir. Reste à savoir quelles répercussions concrètes ce mouvement de rapatriement pourrait avoir sur l'Afrique elle-même, mais aussi sur l'ordre financier mondial. Entrons maintenant dans les conséquences et les enjeux qui se dessinent derrière cette reconquête de souveraineté. Et si l'Afrique reprenait enfin le contrôle de sa richesse, à quoi ressemblerait le monde de demain? Imaginons un instant, l'or africain longtemps détenu dans des coffres occidentaux rentre sur le continent. Les rapports de force s'en trouveraient bouleversés. Les nations africaines, renforcées par la maîtrise de leurs réserves, auraient un pouvoir de négociation inédit face à l'Occident. Avec cet or rapatrié, la dépendance à l'aide étrangère et aux institutions financières occidentales diminuerait drastiquement. L'Afrique gagnerait en autonomie pour financer ses propres projets, sans conditions imposées par des créanciers extérieurs. La stabilité économique des pays africains pourrait s'en trouver renforcée. En disposant d'actifs solides sur place, les États gagneraient en crédibilité sur la scène internationale et pourraient attirer davantage d'investissements. Mais ce changement radical ne serait pas sans résistance. L'Occident, perdant une partie de son influence, pourrait tenter de bloquer ces rapatriements, rallonger les délais ou exercer des pressions économiques et politiques. Les précédents historiques montrent que ces opérations prennent souvent des années et se heurtent à toutes sortes d'obstacles diplomatiques. Face à ces tensions, certains pays africains pourraient accélérer leur rapprochement avec les BRICS, le bloc émergent mené par la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. On pourrait même voir apparaître de nouvelles monnaies régionales, directement adossées à l'or, pour garantir une plus grande souveraineté monétaire. Un effet boule de neige n'est pas à exclure. Le succès africain inspirerait sans doute d'autres nations à rapatrier leurs propres réserves, provoquant une transformation profonde du système financier mondial. Ce mouvement pourrait affaiblir le dollar américain et redistribuer les cartes du pouvoir économique planétaire. Les enjeux sont immenses. Pour l'Occident, cela signifierait des pertes d'influence et un risque d'isolement. Pour l'Afrique, il s'agirait d'une opportunité historique pour reprendre la main sur ses richesses, renforcer sa souveraineté et façonner un avenir différent pour ses populations. Mais comment l'Afrique peut-elle réussir cette transition sans risquer de nouveaux pièges? Découvrons ensemble les étapes décisives pour garantir que ce rapatriement profite réellement au continent et à ses citoyens. Comment faire pour que l'histoire ne se répète pas et que l'or rapatrié d'Afrique ne serve ni à enrichir une poignée d'élites, ni à renforcer de nouvelles formes de dépendance? Le défi est immense, mais les leçons du passé comme du présent offrent des pistes concrètes pour transformer cette richesse en moteur de développement durable et partagé. Premièrement, il faut bâtir sur le continent des infrastructures solides, capables d'assurer la sécurité du stockage de l'or et la gestion rigoureuse des réserves.
Cela signifie investir dans des coffres-forts modernes, former des experts indépendants et garantir que la technologie de surveillance et d'audit soit du plus haut niveau mondial. Mais la sécurité physique ne suffit pas. La transparence doit être totale. Chaque gramme d'or rapatrié doit être traçable, chaque décision soumise à un contrôle citoyen et parlementaire. À l'image de l'Allemagne ou de l'Autriche, qui ont rendu public leur processus de rapatriement et instauré des audits réguliers, l'Afrique doit imposer une gouvernance ouverte pour empêcher les détournements. La souveraineté monétaire et économique doit aussi guider chaque étape. Pourquoi ne pas profiter de ce tournant pour repenser les politiques économiques et, comme au Niger ou au Burkina Faso, envisager la création de monnaies régionales indépendantes? Détenir physiquement l'or permettrait d'adosser ces monnaies à une réserve réelle, inspirant confiance aux peuples africains comme aux investisseurs étrangers. Au-delà des symboles, l'or rapatrié doit servir à bâtir l'avenir. Les ressources libérées peuvent soutenir la santé, l'éducation et l'industrialisation, pour que les populations ressentent concrètement les bénéfices de cette souveraineté retrouvée. Sans stratégie d'inclusion, l'or risque de ne profiter qu'à une minorité ou de relancer de nouveaux circuits de corruption. Pour réussir, il est crucial de s'inspirer des succès et des échecs d'autres pays. L'expérience allemande a prouvé qu'avec persévérance, exigence et communication transparente, le rapatriement est possible. Au Niger ou au Burkina Faso, la gestion locale de l'or pose des défis, mais offre aussi des opportunités inédites d'indépendance. Enfin, l'Afrique ne doit pas avancer en ordre dispersé. C'est en s'unissant au niveau régional, en harmonisant ses politiques et en créant des institutions communes qu'elle pourra faire face aux pressions internationales. Seule une voie collective permettra d'imposer des règles du jeu équitables et de résister aux tentatives de déstabilisation ou de chantage. Le risque est immense. Sans stratégie, l'or pourrait être capté par de nouveaux réseaux de corruption ou servir de levier à de puissances étrangères. Mais avec une gouvernance solide, l'Afrique possède une occasion unique de transformer son avenir et celui de ses générations futures. Reste alors une ultime question. L'Afrique est-elle prête à affronter la résistance farouche qui l'attend sur ce chemin vers la souveraineté? Le temps où l'Afrique confiait son or à d'autres touche-t-il enfin à sa fin? Cette question brûlante résonne dans chaque capitale du continent, alors que la demande de rapatriement des réserves d'or devient un symbole fort d'émancipation. Nous ne parlons plus simplement de lingots enfermés dans des coffres occidentaux, mais d'une bataille décisive pour la souveraineté économique de l'Afrique. À court terme, l'enjeu est immense. Si l'Afrique ne parvient pas à récupérer son or, elle risque des blocages financiers, des pressions diplomatiques, voire l'instabilité de ses propres économies. Les tensions avec les États-Unis et l'Europe pourraient en s'aggraver, repoussant le continent dans une position de dépendance et d'incertitude. Mais à long terme, c'est l'avenir même de l'Afrique qui se joue. Car la maîtrise de ses propres richesses, la gestion directe de son or, c'est l'assurance de bâtir une stabilité financière durable. Ce bras de fer n'oppose plus des nations isolées à des puissances étrangères. Il s'agit d'un mouvement collectif, d'un réveil africain, où chaque pays comprend que ses intérêts ne seront jamais pleinement garantis tant que ses ressources restent à l'étranger. Refuser de laisser l'or africain entre les mains d'autres, c'est refuser la répétition d'une histoire faite de pillages, de promesses non tenues et de dépendances imposées. En cette période charnière, l'Afrique s'affirme face à un ordre mondial en mutation. Le rapprochement avec des blocs émergents comme les BRICS n'est pas anodin. Il offre des alternatives, de nouveaux partenariats et surtout la possibilité de peser davantage dans les négociations internationales. Mais la vraie force du continent repose sur sa capacité à agir de façon coordonnée, à transformer cette dynamique en un projet commun porté par la volonté de redonner aux populations la part qui leur revient. Récupérer l'or n'est pas une fin en soi. C'est la première étape d'une reconquête plus vaste, celle de l'indépendance financière, de la justice économique, de la dignité retrouvée. Pour cela, chaque citoyen, chaque décideur, chaque acteur de la société africaine doit saisir l'importance du moment. Le choix collectif est crucial. Soit l'Afrique reste spectatrice de la gestion de ses propres ressources, soit elle devient actrice de son destin, architecte de sa nouvelle place dans le monde. La question n'est donc plus de savoir si l'Afrique doit réclamer son or, mais comment elle s'organise pour imposer sa volonté, protéger ses intérêts et construire un avenir où les générations futures ne seront plus dépossédées. Le débat est lancé. Quel modèle de coopération, quelle stratégie, quelle solidarité inventer pour que le continent cesse d'être le coffre-fort des autres et devienne le gardien de ses propres trésors? L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action collective. La souveraineté africaine se joue ici et maintenant.